Bonjour, bienvenue au webinaire sur les médias et le grand sujet de la décriminalisation du VIH. Mon nom est Martine Fortin, je suis coordonnatrice de projet à la COXIDA. Et la rencontre d'aujourd'hui, sachant que la criminalisation ou la décriminalisation du VIH, c'est des sujets qui sont délicats à aborder dans les médias, la rencontre aujourd'hui va permettre de présenter les stratégies générales à adopter lors d'interactions avec les journalistes, suivi de trucs pour des questions plus difficiles. Et on va aussi repartager les arguments principaux contre la criminalisation du VIH. Et on va aussi avoir un témoignage d'une personne qui a dû répondre à des questions délicates dans les médias. Donc, il va pouvoir partager son expérience en ce sens. Et on aura aussi à la fin une période de questions-réponses comme à l'habitude. Donc, n'hésitez pas à poser si vous avez des questions à tout moment, à les poser dans la boîte de clavardage en bas de l'écran. Je pourrais interrompre au moment opportun les présentateurs. Sinon, on aura une période, comme je disais, à la toute fin. Et inquiétez-vous pas, vous allez avoir accès au PowerPoint à la fin par courriel. Et aussi, la session d'aujourd'hui est enregistrée. Donc, vous pourrez le partager allègrement à vos collègues qui voudraient en savoir plus. Donc, avant de passer la parole à mes collègues, on va reconnaître que les bureaux de la COXIDA se situent à Tiohtià:ke, sur les territoires traditionnels de la nation de Kanien'kehá:ka, et que les activités de la coalition se déroulent sur les territoires non cédés et traditionnels des 11 nations autochtones du Québec. Donc, sans plus tarder, on a René Légaré, qui est coordonnateur des communications à la COXIDA. René travaille dans le milieu du VIH depuis 1992. Il a occupé divers postes à la clinique médicale actuelle notamment et ensuite un organisme communautaire spécialisé en enfance, famille et VIH. Et depuis novembre 2006, il coordonne le secteur des communications de la COXIDA et ces 17 années lui ont permis de développer ses habiletés et son expertise, entre autres en création de campagnes de communication et de sites web. Il porte aussi un intérêt particulier au témoignage public des personnes issues des diverses populations stigmatisées en raison du VIH, ainsi qu'au discours hétéronormatif à l'égard de la sexualité. Outre cela, il adore les céréales noyées dans le lait et la musique pop. Merci d'être là, René. Je vais te laisser la parole, puis je présenterai Benoît après. Oui, merci Martine pour la présentation. Donc, bonjour tout le monde, très heureux d'être avec vous sur l'heure du lunch. Merci aussi de prendre ce temps donc, durant l'heure du lunch, c'est fortement apprécié. Donc, je vais partager mon écran. Donc, aujourd'hui, je vais parler un peu des médias, donc, mais plus d'un point de vue général, ce n'est pas nécessairement spécifique à la criminalisation, donc je vais laisser ce volet-là donc à mon collègue Benoît. Et j'aurais voulu vous parler du contexte médiatique d'aujourd'hui, de comment les sujets médiatisables sont sélectionnés au sein des milieux de presse, des milieux donc des médias, et donc passer aussi à travers l'entrevue de la demande à la publication. Malheureusement, ça prenait beaucoup trop de temps, donc j'ai dû sauter les deux premières portions. Mais donc, si vous êtes intéressé éventuellement à en savoir là-dessus, je serai disponible pour d'autres formations donc, sur le sujet. Donc, on va passer directement à l'entrevue, donc de la demande à la publication. Donc, je vais y aller aussi là-dedans, donc de points d'information, d'éléments importants à considérer. Donc, je vais vous parler aussi du choix de la personne à interviewer, comment les journalistes, les médias choisissent ceux et celles qui veulent avec qui parler. De la demande, donc, qui est faite, donc, et aussi, donc, on va aborder des questions d'avant l'entrevue, après, donc, et pendant l'entrevue en question. Donc, si nous commençons avec les éléments importants, je suis désolé, hein, donc mes diapos sont vraiment très simplistes, beaucoup peu d'informations, mais sachez que je pourrais vous fournir mes notes à moi, donc si éventuellement vous êtes intéressé à les avoir par la suite. Donc, les éléments importants à considérer dans le cadre d'une entrevue médiatique. Celle-ci, qu'elle soit donc faite donc, avec un journaliste seul, mais ou sinon donc à la télé ou à la radio. Donc, sachez que tout ce qui est non-verbal est fortement, donc affecte fortement l'attention du public à votre message. Donc, c'est 90% du non-verbal qui a un impact sur donc l'attention de la personne, donc au contenu donc, que l'on transmet. Il reste donc que 10% du contenu et il reste plutôt 10% de l'attention de la personne qui est consacrée au contenu. Et donc, votre contenu doit être absolument exact, concis et clair. Donc, c'est extrêmement important, ce point-là. Dans ce contexte, vous devez très bien maîtriser le sujet à couvrir et aussi, donc, bien choisir vos mots et bien construire donc, vos phrases. J'ajouterais à ça, donc c'est
En disant ça, donc, je ne veux pas dire que vous devez avoir un langage soutenu, donc si c'est éventuellement pas un langage que vous avez habituellement. Gardez votre langage habituel, mais donc, assurez-vous que les mots utilisés sont justement, donc, disent ce qu'ils ont à dire et que les phrases sont quand même bien construites, donc, sujet, verbe, complément, point, la ligne. Et en dernier lieu, malgré tout, on vous demande d'être naturel, d'être vous-même et d'être sincère, donc, dans le cadre, donc, des entrevues médiatiques. Qu'est-ce qui fait qu'un journaliste va vous appeler? Donc, il y a quelques points là-dessus. C'est donc, on reconnaît votre expertise, que ce soit de vous comme personne ou sinon de votre organisation. Vous avez un point de vue différent d'une information qui est donc publiée ou médiatisée. Vous avez le sens du punch dans vos propos. Vous avez des propos punch, là, ça pogne, donc les journalistes sont super heureux. Ça stimule donc son article ou leur reportage. Et le dernier point, c'est qu'on vous considère comme étant une personne ou une organisation très crédible, que vous êtes fiable. Et le dernier point, très important, disponible. Disponible dans le sens que vous répondez rapidement donc, aux demandes des journalistes. Donc, et si cela vous convient de répondre, vous répondez aussi. Donc, vous pouvez donc être interviewé rapidement. Donc, la demande, comment elle se fait habituellement? Habituellement, c'était toujours par des demandes téléphoniques qu'on recevait, mais de plus en plus, on reçoit des demandes par courriel, texto, voire même par des messages sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, habituellement, on s'entend pour dire que ce sont des gens qui ne sont pas pressés, ce n'est pas de l'actualité, mais peut-être plus un reportage ou un grand dossier à construire sur un sujet X, Y, Z. Courriel et texto, ça commence à être quand même de plus en plus fréquent. Ce qui est intéressant avec le courriel et le texto, ça vous permet de réfléchir un peu en amont, donc pour voir qu'est-ce que vous allez répondre aux journalistes. Allez-vous faire l'entrevue? Si oui, donc quand est-ce que vous allez pouvoir le faire? Donc, quand vous y répondez, vous savez déjà quand est-ce faire l'entrevue, ou sinon, vous pouvez déjà répondre à un courriel avec toute l'information en disant que vous êtes disponible pour en parler plus longuement si le journaliste veut vous appeler. Donc, ça, c'est très bien, ça, comme manière de faire. Quand c'est un contact téléphonique, souvent, les journalistes vont essayer de vous piéger et d'avoir tout de suite de l'information, du contenu. Donc, ce n'est pas nécessairement recommandé de répondre donc, immédiatement. Donc, sauf si vous maîtrisez votre sujet, mais tellement parfaitement que vous avez une manière de parler qui est fluide, qui est parfaite, que les mots sortent facilement. Dans ce contexte-là, vous pouvez donc répondre aux médias, mais c'est plutôt rare. Donc, c'est toujours bien de se préparer un petit peu à l'avance. Donc, première des choses qu'on doit faire lorsqu'on a une demande, c'est que est-ce que si ce n'est pas une demande pour un média écrit. Donc, est-ce que ce sera en direct ou non? Donc, si on vous répond que c'est en direct ou non, donc l'un ou l'autre, est-ce que l'enregistrement, est-ce que l'enregistrement, le direct va être en studio ou je peux être au téléphone donc pour répondre à votre question ou sinon devant caméra, mais dans mes bureaux? Si éventuellement, donc, ça se passe donc, en direct, en studio ou pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont être interviewées en même temps? Ça, cette question-là est importante car si vous vous ramassez avec quelqu'un qui a un point de vue différent, votre message, votre discours va être construit différemment. Parce que là, vous êtes dans une confrontation et non pas juste dans je donne de l'information, c'est mon point contre le point de l'autre. Donc, c'est une question qui est souvent pertinente à demander. Pour porter une attention particulière à la façon dont la demande est articulée. Donc, la manière que le journaliste va vous poser sa demande vous donne déjà un peu donc, le cue à savoir est-ce qu'il recherche vraiment de l'information ou il est plutôt en train de chercher à corroborer l'idée qu'il se fait d'un sujet. Et ça, donc, c'est courant, les journalistes qui nous appellent pour parler d'un sujet, puis là, ils présentent ça d'une manière comme s'il y avait une évidence dans la réponse à avoir que la personne, elle doit absolument donc me dire qu'elle a le VIH. Donc, elle peut déjà orienter donc, dans sa manière de présenter le sujet à couvrir. Donc, soyez alerte lorsque le journaliste vous présente le contenu de l'entrevue à réaliser. Et donc, le point, donc, toujours proposer de réaliser ultérieurement, donc, l'entrevue, ne pas répondre immédiatement, et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc, et lui dire que vous pouvez revenir dans une période de 15 minutes si vous maîtrisez très bien le sujet, à aller jusqu'à 2 heures maximum après donc, le contact que vous avez eu avec la personne, parce qu'habituellement, ils ont besoin d'un laps de temps pour écrire ou sinon pour construire le reportage. Avant l'entrevue, ce qui est vraiment le point le plus important, c'est qu'est-ce que vous allez dire donc, sur le sujet qui va être de l'entrevue en question. C'est là que rentre en compte ce qu'on appelle les messages clés à transmettre, qui sont habituellement dans un nombre de 3 à 5, gros maximum. Vraiment, 5, c'est beaucoup, je considère déjà. Présenté dans une pyramide inversée où est-ce que vous présentez d'avance le résultat
et après ça, le pourquoi donc qu'on veut avoir ce résultat-là. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas en lien avec la criminalisation. Comme je vous disais, je laisse ça à mon collègue. Mais prenons l'exemple donc du dépistage communautaire fait par des intervenants communautaires. Donc, ce qu'on veut, donc, à fin de compte, c'est que les intervenants communautaires puissent faire du dépistage. Et donc, là, vous avez l'information, donc, qui est le résultat, c'est ce qu'on veut. Et donc, et le pourquoi, c'est comme, parce que nous considérons que cela va augmenter, diversifier l'offre de dépistage, on va pouvoir rejoindre des populations qu'on ne rejoint pas. Là, vous arrivez dans les arguments, donc, pour contextualiser, je veux dire, pour démontrer l'importance de pouvoir avoir le résultat escompté. Il faut aussi penser au contexte donc, dans lequel vous travaillez. Si éventuellement, donc là, je garde toujours l'exemple des intervenants communautaires qui font des dépistages, on est débordé dans le milieu communautaire, les organismes donc, courent après le monde, donc il y a un roulement de personnel important. Est-ce que le contexte du milieu communautaire est propice donc à la mise en place d'un service de dépistage? Donc, il faut se poser la question et y répondre donc avant l'entrevue pour pouvoir avoir un élément de réponse si on vous pose une question sur le sujet. C'est important, donc, du moment que vous avez vos messages à transmettre, que vous construisez votre discours et, si possible, faites-le à haute voix. Donc, ça vous aide donc à sélectionner les bons mots, donc à construire vos phrases et même vous allez vous enfarger probablement en faisant l'exercice et en vous enfargeant, vous dites, OK, donc là, je vais prendre une autre avenue pour pouvoir présenter mes messages. Important de se trouver un lieu tranquille et silencieux pour faire l'entrevue, quand ceci n'est pas en studio. Parce que, donc, il n'y a rien de plus dérangeant de passer au volant de votre voiture, ce n'est pas nécessairement recommandé. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis, ni non plus donc, sur la route quand il y a beaucoup de bruit, donc il y a beaucoup d'ambiance autour de vous. Évitez, si vous êtes dans votre bureau, évitez les distractions. Donc, ne soyez pas devant votre écran avec les courriels ouverts, ni donc avec un dossier aussi donc, qui est ouvert devant votre bureau, et encore moins avec des stylos où est-ce que vous pouvez jouer avec parce que vous êtes nerveux durant l'entrevue. Donc, c'est pas le fun donc, pour faire une entrevue de la sorte. Ayez de l'eau à votre portée, donc on peut avoir la bouche sèche quand on fait des présentations. Et lorsque les entrevues sont en studio, je vous invite à arriver une quinzaine de minutes à l'avance. Souvent, ce que ça permet, c'est que la recherchiste va vous accueillir et donc, elle se pourrait qu'elle remette, donc qu'elle fasse des petits ajustements donc, à l'entrevue qui va se dérouler parce qu'il y a eu de nouvelles informations qui sont sorties sur le sujet. Donc, ça vous permet de rencontrer l'équipe aussi. Donc, ça, c'est ce qu'on considère, donc, ce sont des points à considérer avant de réaliser l'entrevue. Au moment de l'entrevue, je vais donc vous présenter encore quelques points importants. On va parler un peu du contenu, donc des entrevues qui sont enregistrées, des entrevues qui sont en direct, donc, et que faire devant la caméra. Donc, une entrevue comme telle, donc, c'est le journaliste qui dirige l'entrevue, ce n'est pas vous. Donc, lorsque vous répondez à une question, vous répondez à la question. Quand vous avez fini de répondre à la question, vous arrêtez. Et là, s'il y a un silence, ce n'est pas à vous à gérer le silence, c'est au journaliste. Donc, n'essayez pas de combler les vides, ce n'est pas à vous de le faire, c'est vraiment au journaliste de gérer son entrevue. Donc, sachez aussi que tout propos est publiable. Hein? Donc, du moment que vous commencez à parler du sujet, donc celui-ci, tout ce que vous allez dire peut être publié. Et même ce qui est dit dans le off the record, donc qu'on utilise souvent, donc ne pas publier cette information-là, sachez que si le journaliste considère, que ce que vous dites est d'intérêt public, il peut le publier. Et donc, vous n'avez aucun recours donc, par la suite. Donc, vraiment faire attention à ce off the record-là. Et donc, aussi, donc, le côté, n'oublions pas, les journalistes vont être joviales pour pouvoir vous détendre, pour que l'entrevue se déroule bien. Puis là, il va y avoir une conversation qui va s'entamer après l'entrevue. Et là, vous recommencez à parler du sujet. Bien, sachez que l'information que vous dites à ce moment-là peut être aussi reprise et publiée donc, par le journaliste en question. Donc, s'en tenir donc au contenu de l'entrevue durant l'entrevue, point à la ligne, puis le reste, bon, oui, vous pouvez avoir du chat avec le journaliste, mais sur des choses du courant et non pas sur la question proposée. Il faut donc, dans la mesure du possible, éviter des opinions et des commentaires personnels. Donc, tu sais, la question, elle a, si c'était vous là, qui aviez une relation sexuelle avec une personne entre VIH, est-ce que vous ne voudriez pas le savoir? Donc, non, c'est comme, vous ne répondez pas à cette question-là, ça rentre dans le personnel.
il y a des manières de les éviter, donc qu'on peut vous proposer éventuellement. Ne répondre qu'à la question, c'est ce que je reviens un peu à ce que je vous disais au départ, un petit peu plus haut. Donc, c'est qu'on vous pose une question, vous répondez à la question, point. Donc, n'anticipez pas donc, ce que les journalistes pourraient vouloir savoir. Donc, vous répondez vraiment juste à la question. Si on ne sait pas quoi répondre à une question, donc lorsqu'on n'est pas en direct, évidemment en direct, ça ne fonctionne pas, vous pouvez simplement dire que vous n'avez pas l'information en main et que vous allez la trouver et l'envoyer au journaliste dans un temps assez rapidement. Donc, répondre à une question hypothétique en l'identifiant comme telle, justement la question, si vous n'aimeriez pas savoir, vous pouvez commencer votre réponse en disant, bien, le contexte hypothétique de votre question m'amène à, donc, c'est comme à vous dire que, donc c'est comme là, c'est ça, donc ça vous permet de contourner un peu l'approche et de revenir à vos messages clés. Ne pas hésiter à reformuler les questions qui sont biaisées, qui sont tendancieuses et qui sont porteuses de fausseté ou de stigma, donc de stigmatisation. Donc, n'hésitez pas donc, à reformuler donc, pour le journaliste. Donc, ce n'est pas nécessairement la chose la plus appréciée d'un journaliste, mais n'empêche, ça permet de clarifier notre position, notre point de vue par rapport donc, à ces questions qui peuvent être tendancieuses donc, ou fausses. Si une question s'avère trop longue, trop compliquée et que vous imprécise, demandez au journaliste de la reformuler. Donc, parce que répondre à une question qu'on ne comprend pas, ben, on n'aura pas nécessairement une bonne réponse. Donc, ce sont des points à considérer donc, pour les entrevues comme telles. Et le contenu, donc, si on regarde les entrevues enregistrées, donc c'est toutes entrevues qui sont faites donc, pour la presse écrite. La presse écrite, c'est plutôt donc, en échange, donc parole à parole. Et donc, c'est ça, ce qui est enregistré, donc ça peut être un reportage donc, pour la radio ou pour la télé. Ce qui est intéressant avec l'enregistré, un point fort pour vous, c'est que vous pouvez demander de reprendre un propos que vous avez mal élaboré. Vous êtes parti dans une direction avec une phrase, puis là, vous êtes comme, non, c'est pas c'est pas clair, mon idée, donc puis-je recommencer? Vous le demandez, et donc, c'est possible de reprendre donc, le propos que vous vouliez dire. Toujours donc choisir un lieu où vous êtes à l'aise de réaliser l'entrevue, car les entrevues enregistrées donc, peuvent se faire un peu partout. Donc, pensant à la télé, on peut vous demander de vous enregistrer donc, sur les coins d'une rue, donc dans votre organisme, chez vous. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise que les médias viennent à votre domicile, vous pouvez donc décider que non, ça ne se fait pas chez moi. Si dans la rue, vous avez peur d'être distrait facilement, vous pouvez dire non également. Donc, vous avez quand même, vous pouvez donc collaborer avec le journaliste pour trouver un lieu de tournage intéressant. Il est évidemment possible qu'on vous demande de réaliser des actions pour l'image. C'est-à-dire qu'on va vous demander de taper à l'ordinateur. Donc, à un moment donné, puis le caméraman va vous filmer. Marcher dans un corridor avec un dossier dans les mains. Parler avec un collègue devant la machine à café. Donc, ce genre de choses-là peut vous être demandé. Et ça va permettre de créer de l'image pour les reportages télé. Pour ce qui est des directs, donc, en général, donc, les directs à la radio, une entrevue à la radio, c'est entre 5 et 10 minutes en moyenne. Donc, ça a tendance à vouloir diminuer. Ça peut aller un peu plus gros quand c'est un peu plus haut quand ce sont des émissions d'affaires publiques. Donc, et non pas donc, des émissions avec d'une durée d'une heure ou plus qui ne sont pas les nouvelles ou l'actualité. Ce qui est important donc, dans le direct à la radio, donc tout comme celui à la télé, c'est de considérer être en conversation avec l'autre de l'émission. Donc, si vous parlez à l'autre, vous le regardez droit dans les yeux et donc vous avez cette discussion avec lui. Donc, vous établissez en fait un contact visuel et vous le maintenez. Si possible à la radio, ayez des phrases plus courtes. Donc, essayez de répondre à une question en 2 ou 3 phrases seulement, étant donné que l'intérêt du public est plus facilement, le public se désintéresse un peu plus rapidement, donc porte moins attention vu que c'est à la radio. Quand c'est à la télé, donc, sachez qu'il y a de plus en plus de reportages d'une durée d'1 minute 30 à 3 minutes, et 3 minutes, c'est très long à ça, donc pour les médias. Donc, vous devez donc avoir des messages qui sont extrêmement concis, donc et très clairs. Ce sont un peu donc la même chose que pour la radio. Donc, vous êtes aussi en conversation avec le chef de pupitre ou l'autre de l'émission, et donc vous établissez un contact et vous le maintenez donc tout le temps de l'entrevue. Et les mêmes points, ah oui, c'est ça. Il y a la question de l'entrevue à distance, c'est-à-dire si éventuellement il se peut, puis ce n'est pas toujours évident, s'il se peut que vous soyez devant une caméra
et que donc l'hôte de l'émission soit en studio, il vous pose une question à travers des écouteurs. Dans ce contexte-là, la caméra qui est face à vous, vous regardez la lentille comme si c'était les yeux donc, de l'hôte de l'émission et c'est à la caméra que vous parlez à ce moment-là. Donc, et pour les points disant, donc, vous faire l'entrevue, parce que là aussi, on va vous demander très souvent, est-ce qu'on peut tourner chez vous, est-ce qu'on peut le tourner dans votre organisme? C'est à vous de choisir des lieux qui vous sont, où est-ce que vous êtes à l'aise de pouvoir faire une entrevue. Je passe au dernier point, devant la caméra. Essayez de privilégier des couleurs donc, qui sont soit foncées, soit pâles. Évitez les couleurs très vives. Ça dérange l'œil, donc ça dérange et ça fait en sorte que les gens donc, perdent leur attention. Vous évitez à tout prix, tout ce qui est tissu à rayures ou à motifs répétitifs, comme ma chemise. J'ai fait exprès pour la mettre. Regardez comment c'est pas le fun à voir à l'écran comme chemise. Donc, ça bouge. Donc, ça peut vous déranger et distraire, donc vous distraire. Donc, essayez d'éviter ce genre de tissu, de rayures, de lignes, donc lors d'une entrevue que vous faites à la télé. Évitez aussi les tissus scintillants, c'est la même affaire. Ce qui est brillant, donc, va souvent refléter dans l'angle de la caméra. Ça va déranger l'œil, donc ça distrait donc, le public en général, ainsi que porter des bijoux le moins possible scintillants, le plus petit possible, puis pas trop. Donc, tu sais, éventuellement, avoir 10 bracelets, puis quand vous bougez le bras, donc ça cligne. Donc, vous dire que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure des choses donc, à faire. Donc, ça distrait aussi le public. On passe à la dernière section, qui est qu'est-ce qu'on fait après l'entrevue et lors de la publication. Ce qui est important après l'entrevue, donc, de toujours se faire un petit post-entrevue. Donc, identifier les messages que vous avez réussi à mettre de l'avant et ceux que vous n'avez pas réussi donc, à passer, à parler. Et demandez-vous pourquoi vous n'avez pas réussi à passer tous vos messages, les messages qui n'ont pas pu être passés, pourquoi ils n'ont pas pu être présentés. Et aussi, qualifier la teneur de votre discussion avec le ou la journaliste. Donc, est-ce que ça a été donc convivial? Est-ce que donc le journaliste était arrogant? Donc, n'importe quoi. Donc, ça vous permet donc de vous préparer différemment si éventuellement le journaliste revient à la charge avec une autre entrevue. Au moment de la publication, donc, une chose très importante, malgré la durée de votre entrevue, il n'y aura que seulement 1 à 3 citations donc, qui pourraient apparaître dans la presse écrite et peut-être juste une vingtaine de secondes sur un reportage d'1 minute 30. Ce n'est pas énorme si vous faites éventuellement une entrevue qui est très longue, mais sachez que c'est la norme et la moyenne dans le milieu des médias. Évidemment, vous devez lire, écouter ou visionner votre publication et je vous propose d'analyser le contenu publié ainsi que votre prestation. Donc, est-ce que les citations sont claires? Est-ce qu'elles sont concises et percutantes, donc telles que vous les avez dites? Est-ce que les propos rapportés sont fidèles à ce que vous avez dit? Et est-ce que mes messages sont clairs et concis? Si éventuellement, donc, vous répondez non, peut-être chevreuil, donc vous pouvez donc vous dire retravaillons les messages à ce moment-là pour qu'ils soient plus clairs. Analysez votre prestation. Avez-vous utilisé les bons termes, des termes faciles à comprendre? Étiez-vous à l'aise et en confiance? Est-ce qu'on sentait chez vous donc, que vous maîtrisiez votre sujet parfaitement? Et le dernier point, donc évaluer votre look, à savoir si c'est une entrevue télévisuelle, à savoir si votre look, il y avait des éléments de distraction possibles. Aussi, donc, dans votre gesticulation, donc gesticuler, c'est correct, mais si éventuellement vous gesticulez donc, de même là, dans une entrevue, ce serait comme un petit peu too much. On réduit donc à ce moment-là la gesticulation. Voilà, ça fait le tour donc pour ma présentation. Mais merveilleux, merci beaucoup René, c'est super intéressant et pertinent. J'espère que ça vous aide. Il y a des applaudissements virtuels dès les petites mains. On va enchaîner avec mon collègue Benoît qui va poursuivre pour la deuxième partie de la présentation. Benoît est coordonnateur du secteur plaidoyer et droit à la COCSIDA. Il œuvre en défense des droits et en formation des organisations sur les questions de droits de la personne, de droit à la santé et sur le handicap depuis maintenant 12 ans. Il a collaboré à développer des politiques et des plateformes politiques sur ces questions pour plusieurs partis politiques et sur les plans du fédéral, provincial et du municipal. Merci beaucoup, Benoît, d'être là. Je te cède la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'être aussi nourrissant que mon adorateur de céréales, le collègue René. Mais je dois vous avouer que c'est quand même exigeant. Hein? C'est une grosse problématique, la décriminalisation. Mais on va essayer de vous, je sais pas, vous outiller le mieux possible à partir de ce qu'on a. Mais c'est étendu.
Je me permets quand même de vous présenter ce qu'on va voir ensemble. Je vais revenir sur le contexte, on n'a pas le choix quand même. Il y a plusieurs décriminalisations qu'on espère dans la société, je vais les nommer. Il y a un discours commun aussi sur la décriminalisation de l'exposition au VIH ou de la non-divulgation du VIH. Et il y a aussi une coalition dans laquelle on s'investit qui nous aide à développer autant des argumentaires que poser des actions en vue de changer les choses. On revient un petit peu sur le droit, mais je vous assure, vous en avez eu plusieurs formations sur cette question-là. Je reviens en 2 diapos sur ce qu'il faut savoir parce que, mine de rien, le droit, il existe, mais quand un journaliste va nous mettre le micro au visage ou nous poser les questions, il va sûrement vouloir savoir c'est quoi que le droit dit aujourd'hui sur la criminalisation de la divulgation du VIH. On va la revoir ensemble. Y a-t-il un plan d'action? Qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines étapes? C'est une bonne idée. Et surtout, les questions, les réponses. Vous allez voir, je suis coquin, je suis un peu politicien. Je vous propose les réponses d'abord. Puis les questions, on va en reparler aussi ensemble, notamment avec Guy Gagnon, mais aussi à vous tous et toutes qui êtes là si vous souhaitez partager. Donc, je vais, si vous voulez bien, m'assurer du minutage. Alors, le contexte, vous le savez, les décriminalisations, on peut référer à la décriminalisation totale du travail du sexe. Je l'écris comme ça parce que c'est notre position à la COCSIDA, qui est une décriminalisation totale, ce qui n'est pas le cas actuellement. Évidemment, il y a aussi la décriminalisation ou même la déjudiciarisation de la possession saine des drogues. On n'a pas de position clair sur la question. En fait, il y a une position du conseil d'administration. Il n'y a pas de discours commun d'élaborer là-dessus, mais par tradition, on a eu tendance à promouvoir quand même la décriminalisation de la possession simple ou les mesures qui permettraient d'adresser cette question-là plus avec la lunette de la santé publique ou au bénéfice des personnes plutôt que d'un système qui criminalise, qui fait de l'argent là-dessus. Bon. Et les 2 décriminalisations dont on parle aujourd'hui particulièrement, on parle de la non-divulgation du VIH, voire de l'exposition au VIH. Vous voyez, il y a quand même un glissement dans le discours. On dit un peu plus ces temps-ci non-divulgation du VIH. Les 2 sont criminalisés, il faut le savoir, non seulement de ne pas le dire, mais aussi d'exposer la personne, même des fois, peu importe ce que la science dit, d'exposer les personnes au VIH, mais au fédéral, et c'est honnêtement ce gouvernement-là qui nous intéresse pour la question d'aujourd'hui, on a tendance à davantage parler de la non-divulgation, le fait de ne pas dire qu'on a des rapports sexuels, qu'on a le VIH ou avant, après, peu importe. Et donc, vous pouvez dire les 2, vous pouvez dire celui que vous préférez. Voilà. Je ne vais pas entrer dans les grandes distinctions, mais c'est une bonne idée d'aller lire. Vous pourrez par la suite les différences entre décriminalisation, déjudiciarisation, puis aussi légalisation. Tu sais, la légalisation du cannabis, par exemple, c'est important comme geste du gouvernement, mais le bill omnibus de 69 qui a décriminalisé, pas seulement décriminalisé, dépénaliser la sexualité homosexuelle ou l'homosexualité, ben, ça fait partie aussi de la légalisation des. Donc, c'est une bonne idée de l'avoir en tête, que ça ne veut pas dire la même chose que d'enlever, de soustraire à la juridiction criminelle un acte ou de réduire la gravité des peines ou l'infraction qu'on pourrait avoir commis. OK, donc, c'est bizarre, mon fondu. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis désolé. On est au cinéma, pratiquement. Il y a une position à la coque qui commence à dater, mais qui, dans les grandes lignes, est toujours valable dans ses arguments essentiels. Je vais juste vous le dire. Donc, n'hésitez pas à aller la relire sur coxida.com. Et ce qu'elle dit en substance, notre position, c'est très simple. Il ne faut pas avoir peur de le répéter. Le recours au droit criminel accentue la stigmatisation, la discrimination dont sont victimes les personnes qui vivent avec le VIH. Il y a des années, c'était l'ONU qui le disait, puis un peu à la négative, c'est-à-dire il n'y a jamais rien qui a démontré, entre autres, que ça aidait le dépistage, le traitement, etc., que de criminaliser. On n'a jamais démontré que
d'utiliser une masse comme ça avait vraiment un bon impact. Puis, de plus en plus, et même dans les dernières années, on a des études là, qui viennent montrer précisément qu'il y a un impact entre la stigmatisation et le fait de représenter les personnes qui vivent avec le VIH comme des criminels et même de discuter de ces questions-là comme on le fait, c'est-à-dire de manière souvent négative. Ce qui est important aussi, c'est que les données scientifiques doivent primer. Vous savez, le droit n'est pas toujours aligné à ça. Dans les instances moins élevées, notamment au DPCP, on a arrangé un peu les choses pour que ça se fonde davantage sur la science, mais les cours suprêmes, par exemple, n'ont pas nécessairement eu tendance à écouter la science. Alors, nous, c'est notre rôle de dire, ben, selon la science, ou IEGALI, tout simplement, et ça, c'est présent dans notre plaidoyer. J'aime pas ça du tout, les transitions. Je suis désolé, je ne comprends pas, je ne les voyais pas, mais en fait, bref, on va vivre avec. Et donc, autre chose très importante, on le dit depuis longtemps, c'est que ça fait porter exclusivement au PVVIH la responsabilité juridique, et même, j'oserais dire, citoyenne, là, de la prévention de la transmission. C'est l'affaire de toute la prévention, comme la santé sexuelle, ça devrait l'affaire de tout le monde. C'est ce qu'on explicite assez clairement dans notre position. C'est une bonne idée de le rappeler. Et tout comme l'ONU-SIDA, la COC-SIDA considère que des poursuites criminelles ne devraient pas être engagées que dans des cas très exceptionnels de transmission intentionnelle et réelle du VIH. Et dans les faits, sachez-le, c'est pratiquement unique, ces poursuites-là au Canada. Dans le monde aussi, il y a très peu de cas. Donc, c'est toujours un argument assez fort que de dire « Ouais, mais il n'y avait pas vraiment intention, puis il n'y a pas eu de transmission. » Combien de situations on se retrouve comme ça où on pourrait transmettre, je ne sais pas, la COVID comme moi en ce moment, j'ai la COVID, je vous l'annonce. Donc, on pourrait le transmettre puis causer la mort de quelqu'un. Oui, c'est ça. Mais donc, voilà, c'est très rare que c'est arrivé et pourtant, on a souvent pénalisé les personnes. Argument d'autorité, s'il en est, l'ONU-SIDA, elle dit dans ses cibles, c'est pas juste 95, 95, 95, etc., c'est aussi les 10 qui nous intéressent. Donc, moins de 10 des pays doivent ou devraient avoir des lois qui ne sont pas répressives. Rappelons que le Canada fait partie des pays où il y a des lois répressives et aussi, la stigmatisation, la discrimination, il faudrait qu'il y ait moins de 10 de gens qui la vivent. Bon. Dans les dernières études que j'ai vues, notamment sur les soins dentaires, c'est assez simple, ou même à la Commission des droits de la personne, on voit les motifs de discrimination. C'est à plus que 10 Mais évidemment, on ne rentre pas dans les détails. Est-ce que c'est seulement les effectifs, les discriminations effectives ou celles plutôt internalisées qui font qu'on est inquiet d'accéder à un service ou à un autre? C'est un débat qu'on ne fera pas aujourd'hui, mais il reste quand même que le 10, la cible du 10 de l'ONU-SIDA, c'est à atteindre aussi, c'est toujours pas le cas. Il y a eu un consensus communautaire, vous y avez participé, c'est une bonne idée de se le rappeler. En fait, la coalition canadienne pour réformer la criminalisation du VIH, le CCRCV, a proposé des revendications. Ça aussi, c'est de la nouvelle en passant. Hein? C'est quelque chose qu'on peut présenter. Nous, comme groupe, dans l'ensemble du Canada, on s'est concerté, puis on en est arrivé à 4 revendications phares qui sont vraiment importantes. Donc, soustraire la non-divulgation et la transmission du VIH et d'autres ITSS, ainsi que l'exposition à ceux-ci de l'application des lois sur l'agression sexuelle. Ça, c'est évidemment celle qui frappe le plus l'imaginaire. En plus, les deux ministres Justice, Santé, ont dit que c'était certainement trop. Un comité sénatorial a clairement énoncé que c'était ça le problème, le premier problème. C'est un arbre de Noël. Je ne voulais pas revenir. Mais c'est la première revendication, et c'est celle qu'on peut le plus facilement défendre ou présenter. Mais aussi, il ne faudrait pas adopter des réformes
adopté une réforme qui inclut des nouvelles dispositions dans le code criminel qui criminalisent de nouveau, parce qu'on le sait que la criminalisation, c'est vecteur, ça stigmatise, ça amène à ce qu'on discrimine. Et les deux dernières sont évidentes, là, mais c'est dans des contextes particuliers. Donc, il faut mettre fin à l'expulsion des non-citoyens après condamnation, donc les gens qui n'ont pas encore eu leur statut, leur citoyenneté, et réexaminer les condamnations antérieures. Ça, c'est normal là, dans la plupart des situations comme celle-là, quand on fait des changements. Et c'est le cas pour, par exemple, la légalisation du pot. On regarde toujours les condamnations antérieures en fonction de la nouvelle législation. En fait, on ne le fait pas toujours, c'est pas vrai, mais c'est quand même pas si difficile à obtenir. Vous l'avez vu, là, bon, je l'ai déjà dit, on navigue en exposition, non-divulgation. Dites ce qui est plus naturel pour vous. Les deux, ça convient. Si je ne veux pas dire que vous êtes de l'ancienne garde si vous dites exposition, mais exposition, ça fait quand même plus longtemps qu'on a tendance à employer ce motif-là ou cette dimension-là. La non-divulgation, c'est plus contemporain, malgré tout, mais les deux sont valables. Qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, on le sait, la jurisprudence, Cuérier, DC, Mabiard, ça a quand même permis d'établir un critère clair. Il faut avoir une possibilité réaliste de transmission pour avoir une condamnation, pour être condamné. Mais ça veut dire, c'est pas la science, ça veut dire condom plus charge virale faible ou indétectable. Les deux. C'est ce qu'on dit sur le plan légal. Donc, ça n'inclut pas la PrEP, là, qui est enfin, bref, les autres conditions. Et de manière plus claire, parce qu'évidemment, en 2019, le DPCP, la direction, la DPCP, donc, vous savez, cette étape-là, vous êtes, par exemple, arrêté par un policier. Il peut se passer des choses là aussi en passant. Il y a des directives qui peuvent se passer là, mais le DPCP, c'est l'étape d'après quand l'État, la couronne ou l'État porte plainte. Et c'est là qu'on a une directive qui a été émise. Et je veux juste vous dire que ça n'a pas été émis magiquement au Québec pour rien. C'est parce qu'en 2018, le gouvernement fédéral l'avait fait pour les territoires dont il a la compétence pour émettre de telles directives, c'est-à-dire pas nous. Et ensuite, les provinces, les autres provinces ont suivi. Ceci dit, les maritimes ne l'ont pas tout fait encore. Hein? Donc, ce n'est pas coast to coast. Si vous avez des pratiques sexuelles en Ontario, au BC, ça va, mais en Nouvelle-Écosse, vous êtes malchanceux. Donc, ce que je veux dire, c'est que la directive du DPCP, elle dit ce serait condom et une charge virale faible qui serait, dans le fond, qui ne permettrait pas une possibilité réaliste de transition, mais ça va plus loin quand même. Il y a d'autres critères qui sont valides aussi. Donc, la charge virale égale ou inférieure à 200 copies par millilitre, donc l'indétectabilité est valable et ne permettrait pas de porter plainte. Surtout, en plus, il faut savoir, là, le système de justice est engorgé. Hein? C'est malheureusement ça qui joue pour nous parfois. Là. Et donc, c'est ça. Il faut s'astreindre aussi au traitement ou à un traitement ARV et avoir un suivi médical qui permet de connaître notre indétectabilité ou notre faible charge virale dans un horizon, en fait, au moment des pratiques. Donc, ça veut dire un suivi médical de 4 à 6 mois. Là. Donc, c'est ça qu'il faut dire. La position institutionnelle. Ça, vous dites, c'est quoi ça, une position institutionnelle? Ça, c'est la directive qui est envoyée au procureur puis aux personnes qui vont participer à la judiciarisation d'un cas. Là. Et ça dit que on ne peut pas considérer une personne comme ayant une possibilité réaliste de transmettre si on observe ces conditions-là. Donc, ça arrête la procédure. Voilà.
Donc, c'est assez pour l'état du droit. As-tu un plan d'action avec ça? Qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant? Il nous reste 11 minutes, ça va. Vous savez, il y a eu une consultation? Non, les résultats ne sont pas sortis encore. Nous rencontrons le ministre Lametti à la coalition la semaine prochaine. Il devrait nous donner une copie temporairement. Je ne sais pas si c'est enregistré. Hein? En tout cas, mais donc, il reste que ce n'est toujours pas public. Alors, merci d'avoir participé à cette consultation, mais elle n'est pas encore publiée. Et évidemment, c'est la prochaine étape. Ensuite, il y aura une mesure ou une action législative de la part du ministre. Je vais juste vous dire que la sécurité publique puis la santé, c'est aussi les ministères concernés par ce projet de loi. Évidemment, je ne dis pas que ça ne va pas être quelqu'un d'autre que le ministère de la Justice ou le ministère de la Justice qui va commanditer la loi ou faire apporter en fait, proposer une disposition interprétative, mais il reste que, sachez qu'il y a de l'influence de ces deux ministres-là et classiquement, on peut s'imaginer, puis aussi à la lecture de leurs déclarations, on peut s'imaginer qu'ils sont différents dans leur position. Le ministre de la Santé va beaucoup plus loin dans l'importance de ne pas criminaliser la divulgation du VIH, alors que la sécurité publique, pour l'instant, est muette. Et ça, c'est pas bon signe. Mais bon, toujours est-il que sachez que ça sera fait de concert et ces ministres-là seront responsables de ce qui va se passer, vont être appelés à intervenir aussi sur ces questions-là. Donc, la question, est-ce qu'il va y avoir une disposition interprétative? Ça veut dire le procureur général, qui est le ministre de la Justice, il va envoyer une disposition interprétative qui devrait être respectée par tout le monde, ou encore, il va avoir un changement au code criminel avec une infraction spécifique. Au fond, c'est l'un ou l'autre. Et quand ça va arriver, soit dans le premier cas, la disposition interprétative, ça ne va pas nécessairement impliquer une loi, ça va rester au ministère. Et si on crée une infraction, bien, il va y avoir un nouveau projet de loi, ou il peut y avoir un projet de loi qui modifie plusieurs aspects, hein, et pas seulement le code criminel. Je vous rappelle qu'il peut y avoir aussi d'autres questions qui peuvent être touchées. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il va y avoir un circuit, mais il faudrait que le projet de loi soit déposé au printemps, au Parlement, et là, 1, 2 lectures, envoie au Sénat, revient, peut avoir aussi renvoi des comités. Donc, vous voyez que l'horizon, là, pour un changement, c'est probablement pas cette session parlementaire-ci, ce serait potentiellement la prochaine, si elle est déposée cette fois-ci. Donc, on se reparle pour cette question-là, mais vous comprenez que quand le rapport de consultation va sortir, il y a des chances que les journalistes s'y intéressent et qu'on vous appelle. C'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui. Et quand il y aura projet de loi aussi ou action du gouvernement, ben, il y aura quelques journalistes avisés qui vont sûrement chercher à vous parler, à vous tous et toutes. Et qu'est-ce qu'on fait avec les médias? Appelez le cas d'emblée, les médias. C'est quand même un sujet au risque de backlash. On n'est pas obligé d'alerter les médias de manière générale. Ce qui est fait actuellement, c'est qu'on essaie de convaincre des gens qui ont une certaine autorité sur le plan médical, légal, d'être d'accord. Puis, il faut travailler aussi à ce qui est à gauche. Hein? Comme par exemple, il y a eu un projet il n'y a pas si longtemps, René a travaillé là-dessus, avec Urbania, pour présenter un aspect particulier du VIH. Ou encore, il y a Conversation, qui est une publication qui est plus universitaire, qui est capable de problématiser différemment. Donc, si vous voulez parler de criminalisation, choisissez des voix de gauche, que vous êtes certain qu'on va prendre le temps d'écouter votre problématique, pas seulement vouloir vous demander à tout prix comment vous l'avez eu, si c'est le cas, ou vous n'avez pas peur qu'on vous le demande, qu'est-ce que vous réponderiez, vous, bref. Voilà. En réponse aux questions aussi, c'est souvent la posture que vous allez avoir. Hein. On va venir vers vous. On va sûrement vouloir un témoignage. La recherche du cas, c'est très fréquent, vous l'avez vu. C'est ce qu'on a vu aussi dans les dernières années. On cherche à parler à quelqu'un qui vit avec la situation. Il faut se préparer. En fait, René l'a bien clairement montré, là. Dans le fond, le meilleur moyen
c'est de penser tout de suite aux questions difficiles puis savoir ce que vous allez répondre. Et comme ça va vous empêcher d'être démuni face à une question ou même que ça vous touche personnellement, parce qu'on est tous touchés personnellement, puis on peut avoir tendance à répondre comme un humain, là. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas être sincère, mais notre meilleure approche, c'est de se préparer et de penser tout de suite aux questions, réponses difficiles. Ça en vient d'ailleurs. Et je vous rappelle rapidement, là, avoir en tête tous ces messages-là, le droit n'est pas encore aligné à la science et égali. Vous êtes habitué de dire ça. C'est pas loin non plus de ce que vous devez répondre. L'approche de santé publique, c'est important. Les droits humains, il ne faudrait pas les oublier. Il y a des groupes qui sont davantage marginalisés, qui vivent la violence, qui vivent la discrimination. Ça, il faut le mettre au jour aussi parce que ce n'est pas suffisamment connu. Donc, c'est ça qui devrait composer vos messages. Questions et réponses. Bon, alors, comme je vous l'ai dit, c'est rhétorique un peu, je vous dis ici que c'est une question de justice, mais dans le fond, c'est ma réponse sur la justice et les droits humains. La meilleure réponse que j'ai entendue, que j'ai lue à une question qui pourrait vous poser, c'est l'utilisation du droit criminel est injuste et disproportionnée envers les personnes qui vivent avec le VIH. On vient criminaliser les personnes sur la base de leur état de santé. Donc, avoir un statut sérologique positif, c'est la vie, j'oserais dire. C'est une condition de santé. Pourquoi on discriminerait encore plus ce groupe-là que d'autres? Ça, c'est la réponse light. Mais de la vie de tous, l'ONU-SIDA, même des ministres, je vous le rappelle, les ministres impliqués en santé, en justice, les sénateurs, ils l'ont dit, c'est disproportionné actuellement. Et donc, on sait en plus que le droit criminel ou de criminaliser, ça va contre nos projets de prévention ou notre travail en vue d'éradiquer le VIH. Donc, ça, c'est une bonne ligne. Je vous la donne. Prenez-la autour ou à peu près. Actuellement, on n'a pas les mêmes risques d'être criminalisés si on se trouve en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse. Ça aussi, ça montre à quel point le système n'est pas tout à fait juste. Ça peut parler aux gens. Les ministres, bon, je l'ai dit, il y a un rapport sénatorial, sont prononcés ou positionnés contre la surpénalisation. Cette ligne-là de toujours, là, on fait porter exclusivement aux personnes qui vivent avec le VIH la responsabilité juridique, mais je dirais même de santé. C'est l'affaire de tous, la prévention. On le dit moins aujourd'hui. C'est important de le dire. Et bon, la criminalisation accentue la sérophobie. C'est indéniable maintenant, on le sait. Donc, c'est le genre de réponse qu'il faut donner. Excuse-moi, il te reste environ 8 oui. minutes. 8 minutes? Très bien. Bon, ça, c'est la vieille réponse, mais elle est toujours bonne. Il n'y a aucune donnée qui atteste que la menace de la sanction pénale génère un changement, permet une meilleure prévention. C'est toujours le cas. La santé sexuelle, c'est l'affaire de tous et toutes. I égale I, c'est une bonne réponse. Maintenant, là, vous allez voir, il y a des données. Il ne faut pas oublier aussi que René, il disait souvent, on nous cherche comme intervenant pour nos réponses punch. Là, on va être capable d'avoir notre clip, au moins 3 clips, 3 citations, 2 clips pour la télé. Mais ce qui peut aider à faire ça, c'est évidemment des paroles senties. Ça l'est. Des paroles claires et bien encapsulées. Puis aussi, parfois, des statistiques. Pas trop, là, pas 18, une. Il y a un public qui réagit mieux aux statistiques, c'est démontré ça. Donc, on sait que la criminalisation amplifie la stigmatisation, ça décourage le dépistage. Ça, c'est clair, et c'est contre ce qu'on veut. En plus, les dernières données nous rappellent qu'il y a 48,4 % des nouveaux diagnostics qui sont tardifs. Fait que tu ne sais pas ça du jour au lendemain. On n'a pas encore réussi à parfaitement bien dépister. Et plus que ça, il y a en ce moment moins de 2000 personnes, ou au moins 2000 personnes, enfin, qui ignorent leur statut. Alors, on a beau dire, il faut que tu le divulgues, etc., mais qu'en est-il des personnes qui ne le savent pas elles-mêmes? Donc, ça vaut la peine. En bas, vous voyez les petites lettres? C'est les études que je vous donnerai. Il y a au moins 10 études, puis là, ici, il y en a 5 précisément, qui disent comment la criminalisation fait exactement l'inverse de ce qu'on veut.
Donc, vous pouvez l'envoyer à certains journalistes là, qui vont le prendre en note ou l'avoir en tête, ça va vous conforter, ça va vous donner de la confiance dans le fait que c'est vrai que c'est contre-productif. Plus que ça, la représentation médiatique négative, ça renforce puis amplifie les formes de violence. Et ça, il ne faut pas avoir peur de l'adresser. On le sait que les femmes, dans plein de contextes, sont plus souvent victimes de violence, mais dans le cas spécifique du VIH, on l'a évalué, on l'a étudié, puis les personnes marginalisées et les femmes, quand elles divulguent leur statut, sont plus à risque, sont gravement à risque de vivre ou de subir la violence. Donc ça peut justement appeler à ce qu'on soit plus nuancé quand on a affaire du dévoilement. Le dévoilement, c'est pas acheter un café, tu sais. Et pourquoi? Parce que ça cause de la violence et ça, même dans les rapports sexuels ou dans les rapports dans la vie. C'est une bonne idée, une fois de temps en temps, de rappeler c'est quoi la population. Elle est diversifiée. Les journalistes ne sont pas au courant, souvent. Référer au dernier portrait populationnel de l'INSPQ. Donc, il y a des hommes, bien sûr, mais il y a quand même 27 de femmes, 6, faut-il le rappeler. Et il y a quand même 27 des personnes qui sont d'origine de pays où le VIH est endémique. Et ça, comme l'a très bien fait d'ailleurs Jean Thomas dans une entrevue il y a un mois environ, il a vraiment permis de montrer pourquoi aussi ne pas donner de soins aux personnes à statut précaire, ça n'aidait pas, parce que justement, ça les arme moins contre le VIH, puis ça fait qu'effectivement, il y a une part importante de cette population-là qui est touchée. Donc, les questions. Ah oui, c'est ça. Je vous ai donné plein de réponses. Sûrement qu'il y en a déjà que vous maîtrisez, que vous employez déjà. Il faut se faire confiance aussi. Là. Moi, j'ai l'air d'un magicien comme ça, vous en faisant apparaître toutes les réponses, mais vous les savez toutes, ces réponses. Il faut juste ne pas avoir peur, de les préparer, avoir confiance dans nos réponses. Puis évidemment, il faut répondre à la question, mais il ne faut pas toujours aller sur le terrain que le journaliste nous dit d'aller. Parce que où il va nous amener, ce journaliste? Je ne veux pas être machiavélique quand je dis ça, mais où il veut nous amener? C'est quoi la décriminalisation de l'exposition au VIH? En tout premier lieu, il y a, c'est normal, une faible connaissance de ce que c'est ce phénomène-là. Décriminaliser, là, on utilise ça pour le pot, pour le travail du sexe, pour les drogues, mais c'est certainement la moins connue des décriminalisations. Puis, il ne faut pas avoir peur de répéter ce qu'on sait sur la question. Donc, c'est quoi la décriminalisation? Comment répondre à ça? Préparons-nous, il faut se préparer. Puis, si jamais on ne vous pose pas la question directement, ça, je vous le dis, là, c'est impossible de ne pas être obligé d'expliquer ça. Donc, ça se matche très bien avec, supposons on vous pose la question plus difficile. Là. Vous n'estimez pas que les gens ils ont le droit de le savoir? Ils ont le droit de le savoir. Pourquoi pas? Bon. Donc là, vous dites, mais oui, mais c'est différent, c'est pas juste de savoir, c'est de criminaliser des personnes qui ont un statut. Donc, vous comprenez, vous pouvez, à ce moment-là, quand on vous lance la première question sur quelque chose qui est bien personnel, en deuxième réponse, n'hésitez pas à expliquer c'est quoi la décriminalisation. Et donc, c'est ça. Si vous aviez une relation sexuelle avec une personne vivant avec le VIH, je ne voudrais pas qu'on vous le dise. Ça, si j'écris là, c'est pas parce que je vais être sadique. Hein. Vraiment, là, si on regarde, c'est pas un gros corpus, là, les 10 articles, entrevues, radio, j'ai pas vu de télé des 5 dernières années. À chaque fois, même le 30 avril dernier, on a posé la question là, à des personnes qui vivaient avec le VIH. Comment vous l'avez attrapé, puis il ne faudrait pas le dire, vous le dites. C'est encore aujourd'hui. Là. Donc, préparez-vous pour cette question-là. C'est sûr qu'on va vous la poser. Il n'y a pas d'indicateur qui dit qu'un journaliste qui ne va pas vous la poser. Moi, dans les articles écrits, hein, ceci dit, c'est les articles qui sont favorables, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a eu quand même 2 l'année dernière qui problématisaient, etc. Ça ne veut pas dire qu'on va vous poser comme ça à la presse écrite, mais à la radio, des bonnes chances. Et est-ce qu'il y a beaucoup de cas devant les tribunaux? Ça, c'est l'autre affaire. Non, en ce moment, non, ce n'est pas le cas. En fait, ce qui se passe comme phénomène,
moi je vous le dis parce que vous le savez, c'est ce qu'on fait dans la vie à Coxida, c'est qu'il y a des gens qui sont en stand-by, qui ont peur, qui se font menacer de se faire poursuivre. C'est ça l'état des choses. Il y a des gens qui nous avertissent de ça à la COQ. Puis, il y a plein de gens qui ne nous avertissent pas aussi, bien sûr. Donc, c'est le problème principal. Depuis les 2 dernières années, voire les 3 dernières, il n'y a pas de cas, de nouveaux cas, je veux dire. Évidemment, il y a des cas qui traînent, c'est toujours long, le système de justice. Il y en a en ce moment. L'année dernière, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de médiatisation autour d'une personne en particulier, mais dans les faits, en ce moment, c'est surtout la peur d'être criminalisé qui est évidente. OK? Donc, si on vous dit, il y en a-tu beaucoup des cas, vous dites ça, mais n'oubliez pas de dire oui, mais c'est justement, c'est la peur quand on a un rapport sexuel. On a peur qu'on vienne à la charge avec une accusation criminelle. Benoît, je te laisse 2-3 minutes. Question de santé publique, vous dites, oui, on dit toujours la santé publique. C'est une approche. Ça veut dire qu'on doit penser à la population. Il ne faut pas seulement répondre sur le plan personnel. Et donc, là, sur la santé publique, vous êtes les experts, là, je sais que vous pouvez répondre facilement. C'est quoi l'intervention pour une personne qui veut se faire dépister, qui vient de l'apprendre? Vous connaissez ça, vous vivez ça intimement. On parle aussi quand on parle des personnes, c'est ça qu'on veut parler de la problématique, mais quand on ramène aux personnes, il ne faut pas avoir peur de l'exprimer, que c'est une intervention aussi, puis qu'il faut qu'elle se fasse bien. Il faut avoir les conditions pour la faire. On ne les a pas tout le temps, mais la criminalisation, ça ne rend pas ça facile. Et la santé publique, ce qu'on veut, c'est atteindre les cibles. Et donc, vous pouvez toujours ramener l'ONU-SIDA dans ces conditions-là, les cibles, puis l'ONU-SIDA rappelle que la criminalisation ne nous aide pas à atteindre les cibles. Et la dure question qu'on entend ou qu'on a en filigrane beaucoup de plus en plus, oui, mais la lutte au VIH n'est pas gagnée. C'est pas déjà réglé, ça. Et ça, c'est dans le contexte de la criminalisation et dans d'autres aussi, mais on peut toujours le dire, mais c'est pas normal que ça diminue pas plus vite. Il y a quand même toujours un pourcentage de gens qui ne sont pas diagnostiqués, qui ne sont pas au courant de leur statut. Puis pour y arriver, il faut mener encore des campagnes, il faut investir, etc. Et la criminalisation ne va pas dans ce sens-là. Donc, vous avez là beaucoup des questions difficiles. Les autres, ça risque d'être du patinage assez habituel pour vous. Puis moi, j'ai assez parlé parce que vous avez peut-être même déjà des réponses à ça. Puis plus que ça encore, Guy Gagnon, le président de la COQ, a souvent été appelé en renfort pour répondre à des journalistes. Il l'a fait d'ailleurs l'année dernière sur les questions de criminalisation. Donc, avant de vous céder la parole, je voulais vous dire aussi, non, je vous dirai ça plus tard. Voilà. Donc, voilà, je vais me déconnecter simplement et j'inviterai donc Guy Gagnon à nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des journalistes qui sont tombés dessus l'année dernière, c'est ça? Ben merci d'abord à René et à Benoît pour la présentation très très complète là, qu'on a eue. Moi, j'apprends des choses. Il y a des éléments intéressants de réponse que j'ai notés. Écoutez, juste pour vous parler un peu de mon expérience, moi j'ai été nommé porte-parole officiel de l'initiative Québec sans sida au cours de l'été dernier. Et puis, en fait, j'avais jamais joué ce rôle-là de porte-parole officiel. Donc, c'était une nouvelle expérience pour moi. Puis, je veux juste vous confirmer que tous les éléments que René a mentionnés, on les a appliqués. D'une part, ce qui a été très aidant, c'est qu'on avait un document synthèse avec plein d'informations qui a été partagé. Il y a beaucoup de personnes de la COQ et d'organismes aussi membres qui ont alimenté ça. Donc, c'est important parce que il est arrivé des entrevues radiophoniques notamment où on avait les questions à l'avance et l'entrevue était préenregistrée. Donc, il y avait possibilité, entre guillemets, soit d'amender ou de reformuler la question parce qu'il y avait une espèce de montage qui était fait après. Mais évidemment, moi, j'ai été appelé comme porte-parole à des entrevues télévisées, TVA, sur le site de l'IAS, la conférence internationale l'été dernier. C'était live, puis on n'avait pas les questions à l'avance. Donc,
Et il faut, plus on est préparé, je dirais, à ça, plus c'est aidant. Et je vous dirais, sur une base personnelle, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que la firme de communication qui nous accompagnait dans la démarche m'ont fait une genre de répétition d'entrevues live. Et ça a été aidant. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un exemple très concret. On me demande, est-ce que la pandémie a eu un impact, par exemple, sur les dépistages? Alors, la réponse que moi, je serais porté à donner, vous savez, il y a eu des infirmières du CIDEP qui ont été, par exemple, redéployées pour le VIH, etc., pardon, pour la COVID. Donc, mais c'est pas ça la réponse. La réponse qu'il faut donner, oui, il y a eu un impact important. Il y a eu une baisse de 19% des dépistages. Et après, on peut y aller. Donc, vous voyez un peu, c'est que ce que René disait, faut donner la réponse, faut donner le punch en partant, alors que moi, c'était pas ça. J'amenais un peu l'auditeur ou l'interlocuteur vers la réponse que j'allais amener. Fait que pour moi, ça a été un changement et j'ai compris que dans les médias, c'est la façon de faire, puis René nous l'a bien exprimé. Euh, Par rapport aux questions difficiles, il y a eu parfois j'ai eu à demander à reformuler la question parce que c'était pas si clair. Puis je vous cacherai pas que ça peut être un truc des fois aussi pour comme préparer notre réponse aussi en demandant de reformuler. Mais ça me donne le temps de mettre mes idées en ordre un petit peu. Fait que c'est déjà arrivé que je le fasse dans ce contexte-là. Par rapport à la décriminalisation du dévoilement du statut, on a eu une question très intéressante qui n'était pas nécessairement dans une cadre d'une entrevue média, mais on a fait, dans le cadre de Québec sans sida, on a eu des rencontres virtuelles avec plusieurs députés des partis d'opposition dernièrement. Et il y a un député qui a déjà été ministre d'ailleurs, dans un autre gouvernement, qui nous a posé la question, écoutez, moi je comprends pas pourquoi on demande de ne pas criminaliser le non-dévoilement du statut sérologique. Et en fait, la question a été posée de façon très respectueuse, mais en même temps, ça nous a permis d'amener les éléments dont Benoît vient de nous relever, le fait qu'il y a des diagnostics tardifs. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas, ont peur de leur statut sérologique, puis à partir du moment où on le sait, ça change obligatoirement notre posture par rapport à d'éventuels partenaires sexuels. Mais au-delà de ça, je vous dirais que la réflexion que je veux vous partager, c'est que prenons l'exemple de la COVID. La COVID nous a amené à avoir une réflexion individuelle et à prendre des décisions. Est-ce que je vais dans une foule? Puis si je vais dans une foule, est-ce que je mets un masque ou pas? Puis l'analogie que je ferais, est-ce que je vais dans un sex party, puis je vais dans un sex party bareback sans me préoccuper de rien, ou est-ce que je vais dans un sex party en disant, moi, je porte obligatoirement le condom pour me protéger ou pour protéger d'autres, d'éventuels partenaires? Et on dirait qu'on l'a développé un peu cette réflexion-là dans le cadre du COVID, mais qu'au niveau sexuel, ça n'est pas actuellement ça ne reflète pas l'état du droit. Moi, si j'ai de multiples partenaires, je n'ai pas de responsabilité formelle décrite dans la loi actuellement de me protéger, mais je dois à ce moment-là confier cette responsabilité-là à mes futurs partenaires. S'il y a des séropos dans la salle, ben protégez-moi. Alors il y a comme une réflexion un peu inégale en fait, qui est très discriminante là. Et bref, en tout cas avec ce député-là, on a élaboré là-dessus, puis on a montré la contre-productivité de la criminalisation de la non-divulgation et qu'en fin de compte, ça nuit à l'atteinte de notre objectif de la cascade qui est de permettre à toutes les personnes qui vivent avec le VIH de connaître leur statut. Alors, tant qu'on entretient la peur d'une criminalisation par la connaissance du statut sérologique, obligatoirement, il y a des gens qui vont rester en retrait de campagne de dépistage et donc on nuit à l'atteinte de nos objectifs d'éliminer les transmissions éventuelles du VIH. Fait qu'on a amené en tout cas ces éléments-là, puis je pense que ça a été reçu très positivement. Et puis, je dirais que aussi, il y a une question d'approche, hein, d'y aller de façon posée. On en parlait, bon, les yeux devant la caméra. Mais c'est tous des éléments de répondre de façon très posée. Des fois, ça va être des choses qui peuvent nous enflammer ou nous faire réagir un peu émotivement. Mais je pense que c'est de bonne guerre
de présenter les faits, hein, puis liés à l'état aussi de la science. Donc, fait que voilà, je pense que c'est un peu les éléments que je voulais partager. Benoît, je sais pas si tu as des questions Oui, c'est, supplémentaires. je pense que c'est excellent. Peut-être que il y a déjà des questions aussi dans le chat. On avait deux questions pour René. N'hésitez pas entre-temps si vous avez d'autres questions, si vous voulez lever la main aussi, si on les prend de toutes les façons possibles. René, est-ce qu'on peut refuser de répondre à une question et est-ce que le fait de refuser de répondre envoie un message négatif ou pourrait nous discréditer? Une très bonne question. Pardon, je suis en train de m'étouffer avec ma salive. Ce que j'allais dire, oui, c'est une très bonne question. Donc, en fait, habituellement, lorsque vous acceptez une entrevue sur un sujet X, vous devriez être prêt à répondre à toute question qu'on va vous poser. Donc, si possible, on ne refuse pas des questions ou on essaie donc de ramener. Donc, si la question vous éloigne, mettons, de vos messages, vous essayez de ramener vers le message en disant, bon, exemple, justement, si la question est personnalisée, vous pouvez dire, ben moi, tu sais, donc, mon opinion n'est pas importante sur le sujet qu'on a discuté, vous et moi. Donc, là, vous ramenez donc à votre message. Et oui, ça peut envoyer donc un message négatif au journaliste qui va vous dire, ben là, c'est comme vous n'êtes pas vraiment comme très collaboratif donc dans l'information à transmettre au public. Donc, essayez d'éviter de refuser de répondre à une question. En entrevue enregistrée, peut-on demander aux journalistes de réécouter l'enregistrement et s'auto-censurer avant la diffusion? Habituellement, non. Donc, vous pouvez toujours tenter. Donc, j'ai déjà vu, c'est arrivé quelques fois qu'il y a des personnes qui ont témoigné dans des médias, donc qui ont réussi donc à pouvoir relire ou revoir donc, le contenu, donc, mais ils n'ont pas nécessairement apporté de modification parce que tout était correct. Mais n'empêche, assez rare que les journalistes vont accepter ça. Comme je vous dis, c'est presque 100% des médias qui vont vous dire non. Donc, du moment où vous avez, comme je vous disais, du moment où vous avez commenté, vous avez parlé donc, du sujet, donc ça devient donc affaire publique. Donc, ils peuvent utiliser le contenu pour la publier. Ouais. Ceci dit, si je peux me permettre, il ne faut pas avoir peur de le demander quand même. Puis même à rebours, un texte est publié, etc. Vous êtes mal cité, ça peut vous être préjudiciable, il y a des faussetés. Évidemment, le journaliste, ça se peut très bien qu'il vous envoie paître. Puis je vous le dis, puis ça m'est même déjà arrivé, je ne vais pas le nommer, là, mais un média communautaire qui est vraiment cool, qui a refusé d'enlever une information sur une personne qui avait témoigné, ça pouvait lui être préjudiciable avec l'aide sociale. OK? Donc, c'est ça. Même un média communautaire qui a une vocation sociale, etc., a déjà refusé ça. Mais de l'autre côté, c'est déjà arrivé, un magazine, bien comme il faut, accepte d'enlever un élément qui était faux, etc. Donc, il faut quand même s'asseyer puis se protéger. Puis en amont aussi, on se protège. Comme on le dit, les questions difficiles, on les connaît déjà. Il faut avec soi-même, savoir jusqu'où on est prêt à répondre déjà avant l'entrevue. Puis, parmi les questions qu'on vous proposera d'ailleurs par la suite, celles que vous avez vues, il n'y en a pas beaucoup là, qui sont... En fait, c'est beaucoup celles-là, les compliquées qui vont vous être posées. S'il y en a d'autres, c'est sûr, là, on peut être pris au dépourvu, mais au moins préparez-vous sur ça quand vous prenez part à une entrevue. Merci Benoît. Et Guy qui a la main levée? Oui, ben, je voulais rien que par rapport à ça, partager une expérience. C'est arrivé, moi, dans une rencontre préenregistrée, là, radiophonique, où il y a une question qui m'a été posée. Et là, j'ai répondu, j'ai donné des éléments de réponse, puis la personne m'a dit, non, mais c'était pas tout à fait ça ma question. Puis là, on est revenu, fait que ça faisait une longue réponse avec une espèce de grand détour au début. J'ai dit, écoutez, pendant qu'on est dans le contexte de l'entrevue, pouvez-vous me reposer la question? Et là, on a repris dans le fond la question, fait que ça a été coupé. Ce qui a été retenu, c'est la réponse à la deuxième fois que la question m'a été posée. Fait que ça, c'était peut-être plus facile, là. Je m'en suis rendu compte live, puis là, je me disais, wow, éliminons le grand détour qu'on a pris, là, que j'ai pris au début. Fait que ça, c'était peut-être plus facile que de réagir après un enregistrement, en effet, mais ça a été très bien reçu, là, honnêtement. Merci Guy.
Il est 13h31, donc je vais remercier chaleureusement René, Benoît et Guy d'avoir partagé connaissances et expériences. Merci beaucoup à vous d'avoir participé. J'espère que ça vous a apporté de nombreuses réponses à des questions que peut-être vous aviez ou ne saviez pas. Je vais vous faire parvenir le PowerPoint et ultimement d'autres documents qui vont être utiles pour la prochaine sortie médiatique en lien avec la décriminalisation du VIH. D'ici là, merci encore une fois d'avoir été là, puis je vais vous souhaiter une belle fin de journée.